Allô, moi c'est Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On a toutes les deux une formation en linguistique et parce qu'on parle encore de nous à la radio. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Manu, Isa, hey, on a eu un gros été sur le plan médiatique. vraiment? En plus d'avoir été le sujet d'un article du Devoir, on a donné des entrevues à la radio de Radio-Canada. Wouhou! D'ailleurs, si vous avez manqué ça cet été, les liens seront dans la description. Oui. Et finalement, on a parlé de nous dans une entrevue au 98.5 FM le 29 juillet dernier avec le fameux Guy Bertrand, à qui on a demandé de réagir à l'article dans Le Devoir. Pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, Guy Bertrand a longtemps été le conseiller linguistique de Radio-Canada et est depuis longtemps la référence dans les médias lorsqu'il est question de la langue française. Et là, en bonne linguiste, dont le projet de balado est d'offrir une réplique linguistique aux idées reçues sur la langue, eh bien, on veut répliquer à Guy Bertrand. Parce que l'entrevue véhicule des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord et qu'on se doit de rectifier, Isa. Oui. Alors, tout d'abord, en gros, cette entrevue, ça consiste principalement en une liste, une énumération de formes linguistiques qui agacent, qui dérangent l'animatrice et M. Bertrand, ou leur auditoire aussi. En fait, il parle de ce phénomène où certaines personnes sont comme énervées par certaines formes, ça vient les chercher. Par exemple, ça là, quand que, si j'aurais, ça va être, fait que, ou même focusé. Donc tout ça, ce serait des impropriétés ou des fautes, selon M. Bertrand, même si certaines sont moins graves ou plus excusables que d'autres. Malheureusement, les deux intervenants ont tendance à parfois rire un peu de ces formes-là, à les regarder un peu de haut. Et si vous suivez nos capsules, vous savez que c'est exactement cette attitude-là qu'on déplore. Exact, ça. Rire des formes discutées plutôt que d'en parler avec curiosité et ouverture. On pense que ça alimente cette idée qu'on parle mal au Québec et ça nourrit le sentiment d'insécurité linguistique dans la population. Tout à fait. Il faut éviter cette attitude parce que parfois on juge sans s'écouter. Parfois on est agacé par une forme et pourtant on produit une autre forme qui agace d'autres gens. Pourquoi? Parce que ces formes non standards sont hyper fréquentes. Et c'est normal. C'est du français familier. Et qu'on le veuille ou non, le changement linguistique est en marche, comme il a toujours été. Donc, honnêtement, un conseil pour vous, chers auditeurs et auditrices, que vous vous énerviez ou non contre certaines formes, elles vont rester. Et éventuellement, peut-être même entrer dans la norme. Ça vaut vraiment pas la peine de vivre des émotions négatives pour ça. De toute façon, c'est à peu près aussi efficace que de se fâcher contre la pluie. Donc, pour la préservation de votre santé mentale, je vous conseille de lâcher prise par rapport à ces formes-là et plutôt de vous intéresser à l'origine des formes comme on le fait dans nos capsules. Oui, tout à fait, Isa, parce qu'on peut presque toujours trouver des explications linguistiques aux différentes constructions du français. Par exemple, contrairement à ce que Guy Bertrand, dans l'entrevue, nous dit, il nous dit que l'utilisation de la forme « il joue » par les francophones, ce serait carrément une faute. Eh bien, contrairement à ça, nous, on pense que c'est pas dépourvu de sens logique. En fait, pour les linguistes, ce qui est carrément une faute, c'est ce qui est perçu comme étant agrammatical. C'est-à-dire que c'est ce qui est pas vraiment du français. Par exemple, si je produis une phrase du genre « sentent les fleurs bon » à la place de « les fleurs sentent bon », ben là, en effet, j'ai fait des erreurs, parce que c'est pas une phrase qui est possible en français « sentent les fleurs bon ». Non, vraiment pas. Par contre, pour ce qui est de la conjugaison « il joue », ben il y a plein de francophones qui l'utilisent. Et donc, ça doit répondre à une certaine logique qui peut être expliquée. Mais oui. C'est donc pas mal plus du français familier qu'une faute honteuse. En fait, si certaines personnes disent « il joue » au pluriel à la place de « il joue », c'est sans doute simplement parce pour marquer en fait une différence avec la forme du singulier « il joue », comme on le fait avec d'autres verbes. Il met, ils mettent, il dort, ils dorment, il dit, ils disent, il joue, ils jouent. Voilà. C'est juste ça au fond, puis c'est plutôt cohérent quand on y pense. Exact. Et là, Isa, si tu me permets, il y a une autre idée véhiculée dans l'entrevue dont j'aimerais discuter. Celle selon laquelle certaines constructions du français québécois seraient du français d'une autre époque. Par exemple, une forme qui semblait particulièrement agacer l'animatrice de l'entrevue, c'est la construction « quand que », comme dans « quand que je suis arrivée » à la place de « quand je suis arrivée ».
Même si c'est une forme qui n'est pas valorisée dans la francophonie, il faut savoir qu'elle est très présente en français québécois et qu'on peut aussi la retrouver en France. Dans un registre du français qui est plus familier, on a en fait tendance à redoubler les subordonnats qu'on utilise à l'aide de que ou même de qui dans toutes sortes de contextes. Comme dans « je me demande pourquoi qu'on fait ça hein, »,« pourquoi que » ou « qui veut venir avec moi ». Oui. Qui. C'est très commun. Pourtant, Guy Bertrand nous dit que ce phénomène-là, ce serait du vieux français. Oui. Mais Isa, hein, comment une forme linguistique employée couramment dans le monde contemporain pourrait être du vieux français? Les mots livre, ami et feu, qui proviennent du latin et qui sont aussi vieux que la langue elle-même, est-ce qu'on dirait que c'est du vieux français, Isa? Ben non. L'expression « être mal en point », qui est arrivée dans la langue il y a 500 ans, mais qui est toujours bien vivante dans toute la francophonie, est-ce que c'est du vieux français? Mais non. Non, hein, parce que la majeure partie des formes linguistiques d'une langue proviennent de loin dans son histoire. On construit toujours la langue à partir de ce qui a été dit avant nous. Ben oui. Ce qui est réellement du vieux français, c'est plutôt des constructions qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et c'est pas du tout le cas de Canque. Et malheureusement, Isa, Guy Bertrand dit à peu près la même chose de notre construction linguistique chouchou à la réplique linguistique. Se cherches-tu? Interrogatif. Oui. Dans l'entrevue, M. Bertrand le qualifie en effet de vieilli, oui. Ce qui signifie en linguistique qu'il serait en désuétude et donc de moins en moins utilisé. Mais Isa, penses-tu vraiment que c'est le cas? Le tu interrogatif, es-tu vraiment sur le déclin en français québécois? Mais je dirais pas du tout. Pas du tout, hein? Au contraire. Il est de plus en plus assumé par les locuteurs et locutrices et même dans les médias d'ailleurs. Ouais. Alors, quand M. Bertrand nous dit dans son entrevue qu'il faut arriver en 2025 en laissant entendre qu'il vaudrait mieux éviter l'utilisation du tu interrogatif, eh bien, je lui répondrai qu'en effet, il faut arriver en 2025, M. Bertrand, et reconnaître que les formes du français québécois familier comme quand que et le tu interrogatif, eh bien, elles sont encore loin d'être marginales ou désuètes et qu'on ne devrait pas avoir l'impression de mal parler le français quand on décide de les utiliser. Oui, c'est bien vrai. Et finalement, le dernier point qu'on voulait aborder, en fait, c'est le point principal sur lequel Guy Bertrand et nous, on n'est pas d'accord. Le segment de radio de l'entrevue, il porte le titre suivant. Y a-t-il une seule bonne manière de parler québécois? Et Guy Bertrand, il répond pas directement à la question, mais le sous-texte de toute l'entrevue, c'est que oui, il y a une seule bonne manière de parler français québécois. Tout le long de l'entrevue, il utilise les mots faute ou erreur pour les écarts à la norme, en nuançant quand même, en disant que c'est plus ou moins grave ou excusable. Mais néanmoins, quand on utilise ce champ lexical de faute, de pardon et d'excuse, on sous-entend qu'on a fait quelque chose de mal en s'écartant de la norme. Bien dit. Et même Guy Bertrand donne le conseil aux gens d'essayer de parler constamment en conformité avec la norme du français. Et là là. Il dit comme ça, quand vous vous retrouvez devant un micro, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous êtes habitué. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de pratiquer parfois à respecter la norme à l'oral. Mais un des messages principaux de notre balado, c'est qu'il n'y a pas un bon français, mais une diversité de variétés de langues et de registres qui sont tous valables. Ouais. Parler tout le temps selon la norme, ben c'est irréaliste, mais en plus, c'est une perte de diversité linguistique. Tellement. C'est garder seulement une variété, alors qu'il y en a plein d'autres. Oui, Isa, maîtriser une langue, c'est en fait maîtriser plusieurs de ses registres, pas un seul. Hein? C'est être capable de s'adapter à la situation de communication. Exact. Comme le dit M. Bertrand, la norme est utile. Elle fournit un point de repère. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais comme l'a écrit Mireille Elchakar dernièrement dans les pages du Devoir, continuons d'exiger un français de qualité dans les situations qui le commandent, mais sans dénigrer les usages familiers, populaires ni régionaux. Et elle dit plus loin, on devrait les considérer comme des manifestations de la force d'adaptation de la langue. Il s'agit de cordes de plus à notre arc. C'est magnifique. Vraiment. Merci, Isa. Merci à toi.